Maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. Retour ce soir sur l'actualité du Kenya, secouée depuis 2 semaines maintenant par une vague de contestation déclenchée par le projet de budget 2024-2025 prévoyant de nouvelles taxes. Depuis, le président kenyan William Ruto a retiré ce projet de budget, mais la contestation, elle, se poursuit et s'élargit même. Nouvelle mobilisation cette semaine à Nairobi, mais aussi ailleurs dans le pays. La répression de ces manifestations a fait à ce jour une 40aine de morts, près de 300 personnes ont également été arrêtées et certaines familles dénoncent aussi des enlèvements de manifestants par les autorités. Léo Péchard. La douleur est grande. Ses parents n'ont plus de nouvelles de leur fils depuis 2 semaines. Ce commerçant de 28 ans a disparu lors d'une manifestation contre un projet de loi de finances désormais retiré. Le gouvernement est pointé du doigt. Les autorités ne nous aident d'aucune façon. Elles devraient chercher nos enfants. J'ai cherché partout le mien, mais je n'arrive pas à retrouver sa trace. J'ai signalé sa disparition à la police, mais elle ne semble pas s'en soucier ou savoir quoi que ce soit. Rendez-nous nos enfants. Mon enfant n'a fait de mal à personne. Manifester dans la rue n'est pas un crime. Cette vague de contestation qui a démarré il y a 2 semaines ne s'est pas arrêtée malgré le retrait du projet de budget qui prévoyait de nouvelles taxes. Des rassemblements qui ont souvent fini en affrontement avec la police, voire en bain de sang, comme lors de la journée du 25 juin. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur la foule. Au moins une 20aine de personnes ont été tuées ce jour-là. Selon les défenseurs des droits humains, les enlèvements de manifestants sont également courants, plus d'une 30aine d'après un décompte provisoire. En tant que commission, nous avons lancé une procédure d'alerte de disparition. Si quelqu'un a un proche disparu, qu'il est à sa recherche et qu'il ne le trouve nulle part, il doit le signaler à la commission. Nous mènerons ainsi des enquêtes pour savoir éventuellement où se trouvent ces personnes. Si le ministre de l'Intérieur a démenti les faits d'enlèvement, le président William Ruto a fait une promesse vendredi. Il prendra des mesures contre les policiers impliqués dans des arrestations qui n'ont pas respecté la procédure légale. Et on en parle ce soir avec notre invitée Nyagale Bakayoko, chercheuse, politologue et présidente de l'African Security Sector Network. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. On l'a vu à travers ces images, la violence de la répression au Kenya. C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire récente du pays. Alors non, malheureusement, il y a peu de temps, en mars 2023, il y a eu d'ores et déjà une vague de protestations, cette fois-ci contre l'inflation, qui a été réprimée de manière extrêmement violente par les forces de sécurité, ce qui démontre qu'on s'intéresse très souvent aux questions du rôle des militaires, mais que celle du comportement des forces de maintien de l'ordre, des forces de police plus largement, est aussi très souvent problématique sur le continent. Elles ont effectivement mauvaise presse, ces forces de police kenyanes, c'est-à-dire qu'elles sont mal entraînées pour ces opérations de maintien de l'ordre avec des débordements Il y a un usage disproportionné de la force de la part de la police kenyane, y compris dans l'usage de moyens non létaux. Le recours au canon à eau, le recours au gaz lacrymogène est très souvent excessif, et c'est d'ailleurs ça, apparemment, qui a provoqué les plus graves mouvements de foule du 25 juin devant le Parlement. Mais il y a aussi le recours très fréquent à des moyens létaux, les tirs à balles réels. Donc, plus encore que la formation, c'est la question de la doctrine de maintien de l'ordre qui est en question dans le cas du Kenya. Et cette contestation maintenant, son ampleur et le fait qu'elle s'étende désormais à d'autres parties du pays, ça vous a surpris ? C'est ce qui est très intéressant, c'est que le Kenya est régulièrement parcouru par des tensions communautaires de nature ethnique ou tribale. Là, toutes les communautés, il n'y a aucune dimension de cet ordre-là, et toutes les communautés se sont réunies pour manifester. Par ailleurs, on constate que c'est sur tout le territoire et pas seulement uniquement dans la capitale, Nairobi, notamment à Mombasa, la
deuxième ville, exactement, c'était il y a du quelques côté jours. de la frontière de l'Ouganda, et dans des villes qui sont aussi bien des bastions de l'opposition que de la majorité présidentielle, ce qui démontre leur profondeur et leur ampleur. De manière générale, vous diriez qu'il y a une rupture du lien de confiance, notamment du fait de cette répression des manifestations entre le peuple kényan et William Ruto et les autorités en général. Les manifestations elles-mêmes ont commencé de toute façon par une remise en question du mode de gestion de l'État. Donc il y avait, à mon avis, d'ores et déjà les germes d'une défiance au sein de l'opinion publique. Mais là, en effet, le fait d'avoir un aussi grand nombre de morts, au moins 39, enfin une quarantaine, ce qui est quand même énorme, bien sûr, va rester dans les mémoires. Et c'est principalement, c'est ce qu'on dit en tout cas, la génération Z qui manifeste aujourd'hui, une jeunesse ultra connectée. Ça donne lieu à de nouvelles formes de mobilisation, de contestation là aussi ? Absolument, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a eu un contournement du Parlement, en réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la constitution du Kenya est assez intéressante parce qu'elle permet des processus très participatifs en amont de la discussion des lois. Donc les citoyens sont appelés à exprimer leur avis, mais les avis exprimés sur ce projet ont été totalement ignorés. En effet, c'est surtout sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, que l'on a commencé à voir les premières protestations. Et bien entendu, c'est avant tout la jeunesse qui sait manipuler ces instruments. C'est avant tout la jeunesse qui se mobilise dans la rue. Mais je pense que la jeunesse est aussi plus largement le porte-parole d'un mouvement intergénérationnel en réalité. Donc elle est en première ligne, mais ça concerne... Oui, elle est en première ligne, mais elle fait l'écho d'autres générations plus âgées de la population. Alors on va revenir sur ces manifestations de l'an dernier que vous avez évoquées il y a quelques instants. Donc c'était là aussi des manifestations anti-gouvernementales. En mars 2023, on va voir à nouveau les images, qui s'affiche à l'antenne. Pourquoi vous avez voulu revoir ces images de l'an dernier ? C'est en quelque sorte pour vous un signe avant-coureur de ce qui se passe aujourd'hui ? Absolument. On a pensé, malgré, là, une fois encore, la répression très violente de ce mouvement, qu'il s'agissait simplement d'un mouvement d'humeur. Mais à mon avis, c'était un signe avant-coureur de ce qui se produit aujourd'hui, que les autorités ont largement ignoré à travers ce fameux projet de loi de finances 2024. Mais les partenaires internationaux aussi, le Kenya est habituellement considéré comme un partenaire africain absolument modèle. Alors on va revenir justement sur ce projet de budget qui est à l'origine de cette contestation. Donc projet de budget 2024-2025 qui prévoyait notamment une hausse de la TVA de 16% sur le pain, une taxe annuelle de 2,5% aussi sur les véhicules particuliers, entre autres choses, des produits de la vie courante. Donc tout le monde était concerné. Et cette hausse prévue des taxes intervenait dans un contexte où l'inflation pèse déjà très fort sur l'ensemble de la population, notamment sur les classes moyennes. Absolument. Il y avait différents types de mesures. Il y avait tout d'abord une hausse prévue de 5% de la taxation des plus hauts revenus, mais par ailleurs, en effet, des mesures qui plus largement touchaient toutes les catégories, comme par exemple la fin de la subvention de certains produits, comme l'essence, ou une hausse de la TVA de 16% sur le pain, effectivement. Il y avait aussi dans ce projet de loi ce qu'on appelait une écotaxe qui visait à dissuader l'usage de produits nocifs pour l'environnement et qui
touchait en réalité des produits de consommation courante, comme les serviettes hygiéniques, les couches pour bébés, les pneus, les emballages en plastique. Donc c'était vraiment le quotidien lui-même qui était mis en danger selon la perception de la plupart des Kenyans. Donc c'était la goutte d'eau en quelque sorte dans un contexte, je le disais, d'inflation et de problèmes économiques post-Covid, qui ont touché de nombreux pays, mais ça a été très mal compris par la population. Oui, et d'autant plus qu'il y avait en revanche des mesures perçues non seulement comme inutiles mais absolument scandaleuses qui étaient plutôt favorables aux élites gouvernementales ou du Parlement dont le projet de budget. Dans le projet de budget dont le train de vie a été largement remis en cause. Il était prévu par exemple la rénovation des résidences officielles du président de la République et du vice-président, ce qui est apparu particulièrement indécent. Et on a vu circuler aussi sur les réseaux sociaux des images de certains sénateurs portant des montres de Grand Prix, des Rolex notamment, ce qui a été comparé au nombre de mesures de type social qui pourraient être financées si on les compare au coût de ce type d'objet. Alors William Ruto, depuis, c'était hier, dans une allocution, est revenu sur ces dépenses qui étaient prévues pour assurer, disons, le train de vie de l'État. Et il assure, l'État va se serrer la ceinture. Est-ce que ça va suffire ou est-ce que ces mesures ont tellement scandalisé que c'est difficile maintenant de faire machine arrière? Alors, à mon avis, c'est très difficile, en effet, de revenir sur ce qui s'est passé. Les mesures prévues, ce sont des gels de recrutement dans la fonction publique, d'une part, et d'autre part, la réduction des dépenses des autorités législatives, judiciaires, exécutives. Même des diplomates. Voilà, absolument, des ambassades. Les déplacements jugés non essentiels. Voilà, mais ce sont des mesures qui ont un coût, mais pas un coût qui permet notamment de répondre au problème actuel du Kenya, qui est celui de son endettement, qui est estimé à plus de 80 milliards de dollars. Voilà, c'est ça, 71 milliards d'euros, soit environ 70% du PIB. Voilà, j'avais dit 69% du PIB, effectivement, qui va dans le remboursement de cette dette qui est colossale. Il y a une pression aussi du FMI, Absolument. Du Fonds monétaire international, qui est particulièrement forte sur le pays et qui... c'est ainsi que les autorités ont justifié ces mesures. Absolument. Selon les autorités, ces mesures qui ont été inscrites dans ce projet de loi désormais retiré ont été décidées, définies en concertation avec les institutions financières internationales, notamment avec le FMI, ce qui risque aussi de contribuer dans une région où on constate peu pour l'instant ce type de phénomène, à l'hostilité croissante que l'on constate sur le continent africain en général envers le multilatéralisme, qu'il soit international ou continental. Au-delà de cette crise, vous diriez qu'il y a un rapport problématique entre la population et les élites kenyanes dans son ensemble, que ce soit la présidence ou les députés. Il y a une défiance très présente. Les conditions. On a vu que le Parlement d'ailleurs avait été pris d'assaut dans ces manifestations. Le Parlement a été pris d'assaut et les représentants du peuple, members of parliament, ont dû se réfugier dans les sous-sols de l'institution. Et on a vu ces images de l'hémicycle vide avec des manifestants qui se filmaient sur les réseaux sociaux. Oui, il faut se souvenir aussi quand même que les conditions d'élection du président William Ruto n'ont pas été si faciles. Ça a été en 2022, ça a été une élection assez disputée. La difficulté est qu'il s'est présenté comme le candidat qui allait mettre un terme à la pauvreté, comme le candidat qui allait encourager ce qu'il appelle les hard working
kenyans, c'est-à-dire les Kenyans travailleurs. Et la redistribution des richesses. Et la redistribution des richesses, alors même qu'il faut rappeler qu'il était lui-même vice-président de son prédécesseur, donc le président Uhuru Kenyatta. Et il a prétendu, en arrivant au pouvoir, avoir découvert une situation économique et financière catastrophique en prétendant n'en avoir pas été informé, ce qui, à mon avis, a commencé à introduire une défiance qui n'a cessé de croître depuis. Quel bilan, justement, depuis 2022 et ses promesses Mais le Kenya fait quand même partie de ce qu'on appelle les pays à revenus moyens. C'est quand même une économie qui est beaucoup plus solide que d'autres sur le continent. Mais il n'en reste pas moins, on peut le comparer dans la sphère anglophone avec un pays comme le Ghana, que le coût de la vie devient de plus en plus difficile à assumer, notamment pour cette classe moyenne qui a émergé dans le pays et qui estime ne pas recueillir ce qu'elle attend de ses élus. Un mot maintenant du rapport avec les Occidentaux. William Ruto était en visite aux États-Unis fin mai, il y a une dizaine de jours, où il a rencontré donc Joe Biden. C'était d'ailleurs la première visite d'État d'un dirigeant africain depuis 2008 à Washington. Le Kenya, on le sait, est considéré comme un allié clé en Afrique, notamment pour les États-Unis et pour contrer les ambitions de la Chine et de la Russie sur le continent. Néanmoins, les États-Unis se sont largement désengagés de cette partie du monde. Alors, non, moi je ne dirais pas qu'ils se sont désengagés, et je pense que la relation avec le Kenya est très particulière, très ancienne, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Il faut se souvenir des attaques absolument terribles, c'est les plus meurtrières dans une capitale africaine qui ont eu lieu sur le territoire kényan, des attaques régulières. Donc l'alliance avec les États-Unis a très largement été fondée aussi autour de ces questions sécuritaires. Donc ça, c'est important de le rappeler. L'administration Biden a plutôt cherché à revenir sur le continent africain, en effet, pour contrer les ambitions économiques de la Chine, comme elle le fait sur tous les théâtres, mais de manière assez affirmée par rapport au désengagement certain et affirmé de l'administration Trump, qui considérait les pays africains comme des shithole countries. Merci beaucoup Niagalé Bakayoko d'avoir répondu à nos questions ce soir.